Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, premièrement, saviez-vous que les volcans refroidissent le climat? C'est sur quoi je vais me baser aujourd'hui. Donc dans un premier temps, je vais juste un peu me présenter. Alors j'ai un parcours assez classique, j'ai fait un bac scientifique et contrairement à la plupart des personnes, je n'ai pas fait une classe préparatoire ou quoi que ce soit. Je suis partie en licence de physique-chimie et à la suite de ça, je voulais partir en master de physique du climat parce que depuis toute petite, je suis passionnée par le climat et la météorologie. Et finalement, j'ai fait un master donc en sciences de l'océan, de l'atmosphère et du climat, mais j'ai également fait en même temps l'école d'ingénieur centrale à Lyon, donc pour avoir donc une partie ingénierie. À la suite de ça, je me suis envolée pour le Canada pendant 6 mois et j'ai effectué un stage sur les modèles climatiques. Et à la suite de ça, j'ai de suite su que je voulais travailler dans la recherche. Donc j'ai commencé une thèse ici en région parisienne il y a à peu près 1 an et demi. Et donc je travaille sur les données climatiques à l'aide de satellites. Donc oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, les volcans refroidissent le climat et par contre les feux de forêt, eux à l'inverse, réchauffent notre climat actuel. Et dans un contexte de crise climatique, je pense que c'est assez important de pouvoir établir tout ça. Et donc, pourquoi c'est comme ça? Parce que sur notre Terre et tout autour de vous, il y a des aérosols qui existent. Donc, c'est des toutes petites particules de l'ordre du nanomètre au micromètre, donc vraiment très petites, qui sont invisibles à l'œil nu et en fait qui sont en suspension au-dessus de nous, donc à notre échelle, par exemple les voitures, dans la campagne, en ville ou quoi que ce soit, ce qui émettent les voitures, la pollution, tout ça. À notre échelle, donc 8 kilomètres au-dessus de nos têtes, c'est la troposphère. Et moi, je vais encore plus haut, je vais au niveau de l'espace et je vais entre 10 et 50 kilomètres et je vais retirer ces particules afin de pouvoir les étudier. Donc en fait, par exemple, quand vous avez une éruption volcanique, il y a ce qui s'appelle du dioxyde de soufre, plus communément appelé SO2, qui est émis. Et à la suite de ça, en fait, il va s'oxyder, rencontrer donc du O2 ou alors de l'eau. Il va s'oxyder. Il va créer ce qu'on appelle donc des aérosols sulfatés, plus communément appelés sulfates. En fait, ces sulfates, c'est des toutes petites particules. Alors des fois, vous en avez dans des choses simples que vous ne connaissez même pas, les shampoings, les gels douche, etc. Et c'est pas bon pour nous. Et pourtant, à cause des éruptions volcaniques, on est sujet et en recevoir. Donc en fait, c'est des particules toutes petites qui ont des grandes capacités de réflexion. Donc c'est-à-dire que quand la lumière va venir frapper dessus, elle va être complètement réfléchie. En fait, ça va faire un effet parasol, tout simplement, comme des ombrelles qui nous protègent et qui vont renvoyer donc la lumière directement vers l'espace. Et ça, à terme, en fait, c'est un effet donc de refroidissement du climat. Et c'est pour ça qu'on dit que donc les éruptions volcaniques refroidissent le climat. Un cas tout simple, en 1991, aux Philippines, il y a un volcan qui est rentré en éruption, le Pinatubo. Il a injecté environ 20 millions de tonnes de SO2 dans la stratosphère et a donc créé des sulfates. Et en fait, à terme, après 18 mois, au final, il a réussi à refroidir globalement la température de la Terre. Alors de 0,5 degrés, ça paraît peut-être faible comme ça, mais à l'échelle planétaire, c'est énorme. À l'inverse, vous avez les feux de forêt qui, eux, comme vous le savez, je pense, dégagent ce qu'on appelle des fumées. Mais en plus, du black carbone ou carbone noir. Eux, à l'inverse des sulfates, c'est donc des petits aérosols qui vont avoir une capacité très grande à absorber la lumière. Et ensuite, ils vont la rediffuser et vont avoir tendance donc à réchauffer. Donc c'est ce que j'étudie principalement. Mais comment je fais ça? Tout simplement avec un laser dans l'espace ou au sol, ce qu'on appelle un lidar. Donc un lidar, c'est simplement un laser qui est envoyé et qui va venir être réfléchi sur l'émetteur. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Tout simplement de pouvoir caractériser absolument tous les aérosols qu'il y a autour de nous. Alors, des mots un peu compliqués, mais on va pouvoir analyser la dépolarisation, l'épaisseur optique des aérosols, le rapport de rétrodiffusion, et tout ça, ça va nous permettre donc de caractériser les propriétés optiques de ces aérosols, de pouvoir voir comment ils influent sur notre climat, faire ce qu'on appelle donc des anomalies de température. Donc, c'est regarder est-ce qu'après l'éruption ou le feu de forêt, on a une température qui augmente, qui diminue, quels en sont les facteurs, etc. Donc en fait, ces aérosols, ils vont être émis de différentes manières. Donc avec les volcans, les feux de forêt ou les débris de météorites. Oui, les débris de météorites peuvent donc créer ce qu'on appelle des aérosols. Donc ensuite, ce lidar, moi je vais utiliser donc un lidar satellitaire. Donc en fait, en 2006, il y a un lidar qui était sur un satellite qui s'appelle Calypso, qui a été émis. Et en fait, il était censé durer 6-7 ans. Et en fait, il a été prolongé. Donc c'était un projet de la NASA. Et donc, il a duré 17 ans. Donc, ça veut dire qu'à aujourd'hui, on est capable d'avoir 17 ans de données, donc de 2006
à 2023 et de pouvoir étudier donc tous ces aérosols et tout ce qui s'est passé donc sur cette période-là. Donc pour vous donner un autre exemple que j'ai étudié, qui est l'éruption de ce siècle dernier, c'est le Unga Tonga. Donc sur les îles Tonga, en 2021, il y a un volcan qui est rentré en éruption et qui lui a envoyé des cendres et des sulfates à 58 km au-dessus de nos têtes, donc ce qui est assez énorme et massif. Et en fait, ces cendres, on s'est rendu compte qu'elles sont restées donc dans l'atmosphère des années et des années. Donc aujourd'hui, on sait qu'elles sont restées au moins 2 ans au-dessus de nos têtes. Et en fait, c'est pas si simple que ça, un volcan. Donc, de prime abord, comme je vous l'ai dit, on a tendance à penser que ça refroidit le climat. Donc, alors, d'un côté, on peut se dire c'est bien. Mais en fait, finalement, il existe donc des volcans qui sont des volcans sous-marins. Donc, des volcans qui sont connectés à l'eau et qui, quand rentrent en éruption et s'effondrent, vont d'abord en premier éjecter de la vapeur d'eau. Et je pense que vous le saviez, c'est le premier gaz à effet de serre qui va donc avoir tendance à réchauffer notre climat. Donc, en fait, nous, ce qu'on essaye d'étudier, c'est les patterns, ce qui est lié entre les volcans, mais en fait, on se rend compte que chaque volcan est différent, chaque volcan a des propriétés différentes, et au final, les généraliser et savoir ce que ça fait sur le climat, c'est pas si simple que ça. Par contre, à l'inverse, les feux de forêt, on est sûr, ils réchauffent notre atmosphère, et dans un contexte donc de crise climatique actuelle, il va y en avoir de plus en plus, et donc c'est assez problématique. Comment je fais tout ça ? Là, c'est une autre dimension de ma thèse, et j'utilise ce que je fais à peu près 90% de mon temps, de la programmation. Donc j'utilise Python, que je pense vous connaissez. Et en fait, les satellites, c'est des millions et des milliards de données. C'est une énorme banque de chiffres. Et comment je fais ? Je prends ces données, je les trie, je les analyse et je regarde ce que je peux en sortir. Je crée des modèles qu'on appelle des modèles radiatifs. Donc je me base sur les mathématiques, je fais des calculs, je fais des modèles radiatifs. Et à la suite de ça, j'arrive à sortir des températures. Parce qu'en fait, les satellites, c'est pas si simple que ça. Les données qui en sortent, c'est ce qu'on appelle des données brutes. Il faut les traiter, les retraiter afin de pouvoir enfin les étudier et que les chercheurs ou ingénieurs puissent les traiter. Donc, à la suite de ça, je fais aussi des modèles statistiques pour pouvoir regarder les couches d'aérosols, pour pouvoir voir tout ce qui se passe avec, les quantifier. Et au final, en fait, le LIDAR, c'est simplement comme un scanner vertical de toute l'atmosphère et de tout ce qu'il y a au-dessus de nous. Avec ça, il y a de nouvelles choses qui sont vues. Il y a ce qu'on appelle donc la géo-ingénierie. Alors la géo-ingénierie consiste à prendre ces sulfates, comme ce qui est émis donc par les éruptions volcaniques, et à les mettre au-dessus de nous, dans la stratosphère. Parce que en fait, dans la stratosphère, tout reste beaucoup plus longtemps. Alors vous me direz pourquoi ? Tout simplement parce qu'il pleut chez nous dans la troposphère, mais au-dessus, il y a quelques nuages, mais pas tant que ça. Donc en fait, ça nettoie beaucoup plus facilement à notre hauteur qu'au-dessus de nous. Donc cette géo-ingénierie, c'est quelque chose qui est pas mal étudié et une solution de ce que disent certains scientifiques pour pouvoir justement être capable de refroidir notre climat. C'est ce qui se passe aussi avec l'ensemencement des nuages. Donc il y a quelques pays, notamment l'Espagne, qui a connu des énormes inondations ces dernières années. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont injecté au-dessus de nos têtes, créé des nuages et ont fait pleuvoir. Mais aujourd'hui, à notre échelle d'humain, on n'est pas capable de pouvoir l'arrêter. On est capable de le créer, de le provoquer, mais on n'est pas capable de pouvoir arrêter tout ça. On n'en est pas vraiment encore capable. Ensuite, justement, dans la stratosphère, il y a d'autres choses qui se créent avec donc les feux de forêt. Je pense que vous avez entendu parler en 2019-2020 des énormes bushfires australiens, donc des feux de forêt australiens qu'il y a eu et qui, eux, sont montés jusqu'à plus de 30 km au-dessus de nos têtes, ce qui est quand même assez massif. Et en fait, les feux de forêt, ils font savoir qu'ils ont un effet de self-lofting, donc ils s'auto-élèvent tout seuls, ils sont pris dans des vortex, ils sont capables de monter pendant des années et de pas sédimenter tout simplement. Et ces feux de forêt australiens ont créé ce qu'on appelle un pyrocumulonimbus. Donc au final, vous avez juste les cendres et le black carbone qui montent, c'est pris dans un vortex, l'orage commence à se créer, on a ce qu'on appelle un pyrocumulonimbus. Bon, le cumulonimbus en général, c'est l'énorme nuage que vous essayez d'éviter en avion. Et ça crée ensuite, avec des orages, ça crée ce qu'on appelle un pyrocumulonimbus. Donc c'est un nuage qui peut faire des kilomètres et des kilomètres, c'est assez dur à imaginer, mais oui, ça existe. Et c'est ce qu'ont créé ces feux de forêt australiens. Donc au final, à quoi sert tout ça ? Pouvoir mettre tout simplement le spatial au profit de nous climatologues et d'essayer de comprendre et de mieux comprendre donc le climat actuel et le climat dans lequel on vit. Alors est-ce que la géo-ingénierie est une solution ou pas ? À voir dans les années qui arrivent, mais c'est ce qui est étudié. Et donc ce qu'on arrive à en tirer, par exemple,
Je peux vous prendre un exemple. Dans ce que j'étudie, il y a la dépolarisation. Et en quoi ça nous aide? Tout simplement, ce qu'on appelle dépolarisation. Vous avez une particule. Quand la lumière vient frapper dessus, si la lumière reste dans la même direction, ça veut dire que la particule est sphérique. Vous créez donc pas de dépolarisation. À l'inverse, si la particule est difforme ou non sphérique, la lumière va se propager dans toutes les directions. Et alors à ce moment-là, vous allez avoir une particule qui n'est pas sphérique. Et ça, on sait que c'est caractéristique des éruptions volcaniques et des cendres. Donc, on peut savoir, en retirant les données satellitaires, en faisant des programmes, etc. en Python, on est capable de savoir ce qu'on a donc dans les volcans. On est capable d'étudier que certains volcans ont plus de cendres que de sulfates, ou contiennent les deux. Et on a aussi réussi à conclure, c'est un résultat qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, que en fait, les volcans qui contiennent des cendres vont avoir du temps à rester plus longtemps, enfin avoir tendance à rester plus longtemps au-dessus de vous, tout simplement parce que les cendres, c'est fin, c'est léger et ça a tendance à s'auto-élever. Bon, évidemment, les conditions météorologiques et climatiques rentrent en compte. Forcément, si vous avez des vents, des cisaillements de vent, ce qui peut faire tourner, etc., ça peut monter encore plus haut et rester encore plus longtemps. Donc voilà, donc c'est ce que j'étudie principalement. Donc aujourd'hui, on arrive à savoir que les éruptions volcaniques, pour la plupart, celles qui émettent des sulfates, arrivent à refroidir le climat. Alors bon, je vous dis pas que dans ces prochaines années, il faut faire rentrer en éruption des volcans, etc. Je suis pas sûre que ce soit une solution, mais ça nous permet de voir ce que ça peut faire. Et les feux de forêt, quant à eux, vont avoir tendance à réchauffer. C'est ce qu'on voit ces derniers temps. Surtout qu'on en voit de plus en plus dans un contexte de crise climatique. Et nous, c'est ça qu'on étudie et c'est à ça qu'on sert. Et donc, on utilise donc des lidars au sol, des lidars dans l'espace, peu importe. On combine ces données et on essaye de voir au mieux ce qu'on peut apporter et pouvoir trouver des solutions pour simplement s'adapter dans le climat dans lequel on vit. Et je pense que c'est vraiment très important dans un contexte actuel, surtout avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Merci pour votre attention.